une chose n'a jamais changé tout au long de l'histoire. Faire caca. C'était assez facile pour ceux qui vivaient à la campagne qui pouvaient simplement aller s'accroupir derrière un buisson. Les choses étaient cependant un peu différentes dans les zones plus urbaines. Ceux qui avaient assez d'argent pouvaient se permettre un cabinet privé, mais pour le commun des mortels, répondre à l'appel de la nature dans un espace public était interdit. En 1339, un petit enfant qui mendiait a été tué dans une rue de Londres par une charrette alors qu'il s'accroupissait pour faire ses besoins. Selon les archives publiques, il a été décrit comme un sauvage. Alors, que faisaient les médiévaux quand ils devaient introduire la truite brune dans l'étang? Lâcher une CHARGE royale. Dans la plupart des châteaux médiévaux, les toilettes étaient appelées garde-robe ou chambre privée en raison de l'absence de plomberie intérieure moderne. Ou une sorte de salle de bain médiévale. Le mot garde-robe décrivait à l'origine un espace pour stocker les vêtements et les objets de valeur. Assez drôlement, les deux fonctions allaient bien ensemble car l'ammoniac provenant de l'urine aidait à repousser les mythes et les acariens. Les toilettes étaient des latrines individuelles avec des chutes en dessous pour que les déchets tombent directement dans une fosse. La fosse était vidée de l'extérieur du château. Les garde-robes étaient souvent construites pour surplomber directement le fossé, entraînant une accumulation de puanteurs et de parasites autour de la zone lors des journées chaudes et ensoleillées. Les toilettes avaient généralement de petits passages qui y menaient, souvent avec un virage à angle droit pour plus d'intimité. Il pourrait même y avoir 2 ou 3 toilettes ensemble partageant la même chute, certaines étaient séparées par des murs et certaines étaient plus ouvertes. De même, certaines avaient le luxe d'être équipées d'une porte en bois tandis que d'autres étaient plus pittoresques. Un autre endroit pour trouver des toilettes dans un château était dans le coin de la grande salle pour la commodité des invités lors des banquets. Un banc en bois recouvrait le trou de l'arbre et formait la zone d'assises. De l'herbe, du foin ou de la mousse servirent de papier toilette. Au XIIe siècle, un incendie avait presque éclaté dans l'abbaye de Bury St. Edmunds lorsqu'une bougie avait brûlé trop près de quelques foins de toilette dans les latrines de l'abbaye. Certaines robes de jarretière étaient fenêtrées et parsemées de joncs et fleurs parfumées pour masquer l'odeur et repousser les nuisibles. Malgré ces préventions, il est facile de voir comment une latrine de château aurait absolument pu puer. À tel point que le roi Henri III, qui a régné sur l'Angleterre au Beast IIIe siècle, a mentionné le problème dans une lettre à son constable de château lorsqu'il a ordonné une refonte complète des installations à la Tour de Londres. Il a écrit, je cite, « Puisque la chambre privée à Londres est située dans un endroit indu et inapproprié, d'où elle sent mauvais, nous vous ordonnons sur la foi et l'amour par lesquels vous nous êtes liés, que vous ne manquiez en aucune manière de faire construire une autre chambre privée dans un endroit plus convenable et approprié que vous pouvez y choisir, même si cela devait coûter 100 livres, afin qu'elle soit faite avant les pieds de la translation de Saint-Édouard, avant que nous y arrivions. » Saupoudrez votre picotement. Ceux qui avaient la chance de vivre près de la mer, comme les moines du château de Porchester dans le Hampshire au XIIe siècle, avaient des chutes de pierre qui allaient directement dans l'eau et transportaient les eaux usées à la mer. Au château de Dover dans le Kent, Henri II s'est assuré que tous ses besoins commerciaux étaient satisfaits. Il a fait bâtir ses installations adjacentes à la chambre principale. Henri aurait probablement eu un valet de chambre qui aurait été responsable d'aider son maître à avoir une expérience confortable pendant son temps aux toilettes, et était également là pour lui essuyer les fesses. Le château de Goodricke possède l'un des premiers exemples de toilettes intérieures en Angleterre. Il y a toute une tour consacrée à la culture d'une queue de singe. Goodricke a été remplacé par un donjon en pierre au milieu du XIIe siècle, puis agrandi à la fin du XIIIe pour fournir des quartiers d'habitation luxueux. La tour possède 3 toilettes individuelles offrant une vue magnifique sur la campagne du Herefordshire. Comme beaucoup de châteaux, les latrines avaient de profonds puits qui déversaient les déchets dans une fosse commune. L'eau s'écoulait ensuite dans le fossé par un trou. La garde-robe et le fossé servaient aussi de barrière de protection contre les assaillants. Soyons honnêtes, qui aurait envie d'escalader des murs juste en dessous d'un conduit de latrine ou de patauger dans un fossé d'eau usée? Cependant, lors d'un siège au château Gaillard en 1204, les Français ont fait exactement cela. Ils ont rampé dans un conduit de garde-robe et ont capturé le bailli moyen du château. Gaillard, construit par Richard Ier à la fin du XIIe siècle, fut entouré d'un mur de pierre après le siège pour bloquer la sortie de l'arbre et empêcher une répétition de cette cascade. Quand le roi Henri III a commandé de nouvelles toilettes à Guildford, en Angleterre, le greffier de Wokes a demandé d'installer des barres à la sortie pour empêcher que cela se reproduise. Dans ce qui était peut-être l'un des pires emplois jamais inventés, un petit enfant plongeur humain était parfois envoyé pour nettoyer la fosse à purin et s'assurer que le trou n'était pas bloqué.
La tour des toilettes, construite à la fin du Moyen Âge pour remplacer une petite latrine individuelle, est assez rare, tout comme l'urinoir présent au château d'Orford dans le Suffolk. Henri II a construit Orford pour démontrer la force royale et surveiller le port animé. Le constable, le haut fonctionnaire royal responsable du château, avait son urinoir personnel dans ses chambres privées. Il a été intégré dans les murs épais du château. Remplir le bol. Il y avait aussi des toilettes communes dans de nombreux monastères médiévaux qui étaient appelés filles de Rira ou necessarium pour des raisons évidentes. À l'abbaye bénédictine de Muckleny dans le Somerset en Angleterre, un bâtiment de 2 étages au toit de chaume était disponible. Les moines entraient depuis leur dortoir au premier étage, avec un canal d'égout en dessous. Chaque siège de toilette avait une cloison entre eux pour l'intimité. Dans un couvent augustin à Cambridge, des archéologues ont testé les squelettes de moines enterrés dans le cimetière de Tous les Saints et ont découvert que beaucoup d'entre eux étaient infestés de vers intestinaux. Malgré le fait que le monastère disposait de toilettes et de lavabos pour se laver les mains, les chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait que les moines utilisaient leurs propres excréments pour fertiliser les cultures dans le jardin du couvent. Un manuscrit de 1361 écrit par John Stockton montre que les médiévaux étaient conscients des vers parasites et suggère quelques remèdes. Des remèdes tels que des plantes médicinales amères comme l'aloès et l'absinthe mélangées avec du miel et d'autres choses sucrées pour masquer le goût. Simon Wells, un moine franciscain, recommandait de mélanger une boisson faite avec de la taupe en poudre dans le manuscrit du XVe siècle, La Table de la médecine, comme une cure alternative. Pose de quenelle. Ce n'est qu'à la toute fin du XVIe siècle qu'une toilette à chasse d'eau a été brevetée par Sir John Harrington, le filleul de la reine Elizabeth I. Les rois ne l'aimaient pas et préféraient avoir quelqu'un pour vider leur pot de chambre à leur place. Donc la chasse d'eau n'a vraiment pris son essor que bien plus tard, au milieu du XIXe siècle. Pour la plupart des roturiers de la campagne, un pot de chambre était rangé sous le lit ou un seau dans le coin qui pouvait être vidé dehors. Des latrines avec des rangées de sièges au-dessus d'une fosse à purin dans des hangars pourraient être construites. Les fosses devaient être creusées, vidées et nettoyées régulièrement pour prévenir les nuisibles et les inondations. Dans certaines régions, les toilettes publiques étaient souvent construites en bois et en pierre, directement au-dessus des rivières pour que l'eau emporte les déchets. Pour les citadins, les pots de chambre étaient aussi le choix privilégié pour répondre à l'appel de la nature. Pour les plus aisés, une chaise de commodité était utilisée. C'était un dispositif portable qu'on pouvait déplacer d'une pièce à l'autre, composé d'une chaise avec un trou dans l'assise et un pot en dessous pour recueillir les excréments. Peu importe le moyen d'élimination des déchets, les excréments finissaient toujours quelque part. Dans certains endroits, les pots de chambre étaient souvent vidés dans la rue. Dans les villes, la gestion des latrines publiques posait problème, et le fait de jeter les déchets humains dans la rue était interdit et puni par des amendes. Le résident d'un immeuble à Londres, en 1421, a eu recours à jeter ses déchets par les fenêtres parce qu'il était, je cite, « privé de toilettes ». Ils auraient pu bénéficier de toilettes communes appelées « backhouses », qui étaient parfois construites à l'arrière des bâtiments partagés, bien que ces latrines pouvaient être dangereuses si elles n'étaient pas correctement entretenues, comme on l'a vu en 1326 lorsque Richard le Récri était en train de se soulager et que les planches des toilettes ont cédé et il est tombé dans la fosse à purin en dessous et s'est noyé. Vider le lézard. Il était parfois plus facile d'aller uriner à l'extérieur, que ce soit derrière une statue, dans une fontaine publique ou derrière un buisson. Uriner dans la rue était évidemment plus facile pour les hommes que pour les femmes. Beaucoup d'hommes trouvaient simplement une ruelle tranquille pour uriner, mais même cela avait ses problèmes. En 1307, Thomas Scott, un valet du roi, s'est disputé avec 2 Londoniens après avoir été surpris en train d'uriner en public. Ils ont insisté sur le fait qu'il serait plus décent d'aller aux toilettes communes de la ville. Les toilettes publiques sont devenues indispensables depuis l'interdiction d'uriner en public. Dans les documents médiévaux, ils étaient fréquemment appelés maisons. En 1301, une loi adoptée à York, en Angleterre, exigeait l'installation de toilettes publiques dans les 4 quartiers de la ville. L'une des premières toilettes publiques a été fondée au XIIe siècle par Mathilde, veuve du roi Henri Ier. Elles étaient situées à la périphérie d'une zone animée de la Tamise. Les portes et les marchés étaient souvent choisis comme sites les plus logiques en raison de leur affluence. Dans les latrines publiques, les gens s'asseyaient très près les uns des autres, sans intimité. Un lavabo médiéval à Londres de taille modeste comptait 128 sièges en 2 rangées de 64.
une rangée pour les hommes et l'autre pour les femmes. Il était connu sous le nom de Longhouse de Whittington car il a été construit grâce aux legs du célèbre Lord Mayor Dick Whittington. Bien que ce ne soit pas le premier WC public de Londres, c'était le premier avec des installations séparées pour hommes et femmes. Au XVe siècle, il y avait des dizaines de ces commodités à Londres, souvent placées au-dessus des ponts où les déchets pouvaient simplement tomber dans l'eau en dessous. Les gardiens du pont de Londres ont dépensé 11 livres pour construire un cabinet en 1382. À York, les latrines sur la rivière Ouse étaient connues de manière appropriée sous le nom de trous de pissotière et étaient également entretenues par des gardiens. Ils étaient chargés de nettoyer et réparer les toilettes publiques de la ville. À Norwich, les trésoriers ont dépensé une somme substantielle en 1411 pour nettoyer et renouveler les toilettes au marché aux poissons et à la guilde voisine. Dans les années 1450, plus de 10 livres ont été dépensés pour régler les gouttières d'une autre toilette voisine. Les toilettes au Moyen Âge étaient une affaire primitive, et leur plus grand inconvénient était le fait qu'il n'y avait pas vraiment de moyen d'éviter l'odeur sacrilège. Il est facile pour nous de rire des médiévaux avec nos installations sanitaires modernes et efficaces. Pour la majorité, l'élimination des eaux usées est considérée comme acquise. Les médiévaux ont fait de leur mieux avec leur connaissance de l'époque,